Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Études eurafricaines. Dirigé par André-Julien MBEM. Le Sahara et la Méditerranée, frontières entre l'Afrique et l'Europe, sont aussi des passerelles par lesquelles, depuis des siècles, au-delà des tragédies et des drames, se rapprochent et se remodèlent ces deux ensembles géographiques et leurs civilisations. La collection Études eurafricaines encourage la diffusion d'études historiques et prospectives sur les symbioses dont cette partie du monde est l'antique théâtre. Déjà paru. Boussou Vivian, de l'efficacité des mots et concepts dans la définition des politiques économiques. Étude du cas de la Côte d'Ivoire à travers une analyse des discours, 2020. Au VOUNDAGA Marcy Delcione, la télévision publique gabonaise et la construction d'une communauté nationale, 1963 à 2014, 2020. Amadou Adamou Bachirou, le constitutionnalisme à l'épreuve de l'intégration dans l'espace CEDEAO. Contribution à l'étude de la protection des droits fondamentaux depuis l'ouverture démocratique en Afrique, 2020. Fofana Abdoulaye, la direction du budget au Mali. Instrument stratégique de prévision et d'exécution de la loi des finances, 2020. KYALOOCHIENG Nourou Koki, le langage du dessin d'actualité. Approche sémiotique, 2020. Fofana Ibrahima Sori, Mali, enjeux des mutations et des recompositions du foncier à Bamako, 2020. HOUNZANDJIME, une université nationale en Afrique occidentale. Dahomey Bénin, 1944 à 1974, 2020. YAGONZELALIAMBOMB à Didier, l'avènement de la justice constitutionnelle en République démocratique du Congo. De la Cour suprême à la Cour constitutionnelle, 2020. Tunkaraka Mamutu, la migration des Maliens vers la France. Enjeux politiques, économiques et socioculturels, 2020. MOUVONDO Épiphanie, la logistique de l'aval pétrolier dans les pays de la CEMAC. Révélateur et facteur des disparités socio-spatiales d'accès aux produits pétroliers, 2020. Mba MISSANG Frédéric, la professionnalisation de l'armée au Gabon, 2019. DJAME François Narcisse, aspects éthiques du droit public, 2019. Oumar Sagarachek, étude de la confiance dans les transactions M-Banking en Afrique. Le cas Orange Money au Mali, 2019. BOGN Tegia, la cuisine camerounaise. Mots, pratiques et patrimoine de 2019. Remerciements. Je tiens ici à exprimer ma profonde gratitude à l'égard de Madame Isabelle Daugeareilh, ma directrice de thèse dont est issu le présent ouvrage, pour sa grande disponibilité, sa rigueur professionnelle, sa patience, ses conseils avisés, ses appuis multiples et multiformes. Je lui manifeste mes sincères remerciements pour la grande liberté qu'elle m'a accordée, sans toutefois me laisser m'égarer dans une analyse subjective du droit des étrangers. Je tiens également à remercier les instances dirigeantes de l'Agence internationale de la francophonie, AIF, pour avoir jugé notre sujet de thèse pertinent et utile, et nous avoir attribué à cet effet une bourse d'études. Mes remerciements les plus sincères à Roland et Marie Macheneau, sans lesquels aucune migration légale aux fins universitaires vers la France n'aurait été possible. Enfin, mes remerciements à Maître Denis DUBUCH et sa collaboratrice Valérie BOYANCE pour leur contribution très remarquable dans le règlement judiciaire de l'affaire. Kagambega C, Préfecture de Bordeaux, France. Dédicace. À mon épouse Madina Anastasie, ton soutien fut crucial au moment du grand doute. À mes enfants Seraina, Nathan, Noah, une voie à suivre est peut-être tracée. À la mémoire de mon père. À ma mère. À mes sœurs Louis-Chay, Catherine, Clémence, Angèle et mon frère Jean-Christophe Wenkouni. À tous ces migrants qui ont perdu, et qui perdent la vie sur les routes migratoires subsahariennes et dans les eaux internationales à cause de la mauvaise gouvernance des migrations internationales. Introduction. Moins médiatisées et très peu étudiées par les juristes, les migrations intra-régionales africaines sont pourtant beaucoup plus importantes que les migrations des Africains vers les États du Nord. En Afrique de l'Ouest,
84% des flux migratoires ont pour destination un autre pays de la région. Ce chiffre est 7 fois plus élevé que celui des flux vers les autres régions du monde. Seulement 4 États ouest-africains ont un pays de l'OCDE comme première destination des migrations. Le Cap-Vert et la Guinée-Bissau pour le Portugal, la Gambie pour l'Espagne et le Nigeria pour les États-Unis. Autrement dit, la France n'est plus une destination privilégiée pour les ressortissants ouest-africains. Il convient donc d'affirmer que le débat politique actuel en France sur la question migratoire ne repose pas sur les éléments statistiques, même si les migrations irrégulières des Africains sont en nette augmentation du fait des guerres, de la mauvaise gouvernance économique et du changement climatique. Notre étude porte sur le rôle des États du Sud, plus particulièrement ceux de l'Afrique de l'Ouest, dans la détermination des règles juridiques qui organisent le fonctionnement des migrations internationales, Sud-Sud et Sud-Nord. Par extension, la recherche porte sur le rôle des organisations communautaires ouest-africaines, à savoir l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dans l'élaboration de politiques migratoires régionales et sur leur capacité à mettre en place des mécanismes efficaces de protection des droits des travailleurs migrants. Interroger l'historicité des migrations entre les États d'Europe et les États africains renvoie à une histoire qui commence par la mise en esclavage des Africains au profit des entreprises occidentales, ce qui crée depuis lors une forme d'habitude des anciennes puissances dans l'utilisation de la main-d'œuvre africaine. Cette perspective historique conduit le juriste à appréhender autrement les accords bilatéraux conclus entre les États d'Europe et les États africains en matière de circulation des travailleurs. En prenant en compte la proximité géographique entre le continent européen et le continent africain, via les États du Maghreb, l'efficacité des politiques de fermeture des frontières européennes devient très relative. Enfin, l'étude retient la perspective démographique du vieillissement de la population européenne pour considérer que le recours à la main-d'œuvre étrangère est inéluctable, ce qui permet d'imaginer que la main-d'œuvre africaine migrante jeune et formée puisse être dans un rapport gagnant-gagnant utile aussi bien pour les États d'Europe que pour les États africains. La définition des termes étrangers, migration internationale et travailleurs migrants est importante afin de les distinguer. Le texte fondateur du droit des étrangers en France et qui définit la notion d'étranger et l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont considérés comme étrangers, au sens de la présente ordonnance, les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité, art. 1er. Cette définition est reprise par l'article L111A1 du premier Code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, CSEDA, adopté par l'ordonnance du 24 novembre 2004. Les États africains colonisés par la France ont transposé cette définition de l'étranger dans leur législation nationale, alors que les réalités sociales et culturelles sont fondamentalement différentes. Le critère juridique est donc dans ces États la nationalité voire la non-nationalité, et les droits sont accordés en fonction de ce statut juridique. En conséquence, le droit des étrangers en France est un droit d'exclusion vis-à-vis de l'étranger, ce qui fait dire au professeur Daniel Lochac que dans la société française, l'étranger est celui qui n'appartient pas à la communauté politique constituée, qui est différent, et dont l'altérité et la différence provoquent une réaction instinctive de méfiance, de rejet, voire de haine à son égard de la part des membres du groupe. Les migrations internationales désignent les déplacements de population d'un pays vers un autre dans le but de s'y établir. Si la migration internationale est avant tout une question de marché du travail, d'emploi et de travail décent, et dans une moindre mesure une question de sécurité, de demandeurs d'asile ou de réfugiés, les théories démographiques classiques affirment cependant que les migrants sont des êtres rationnels qui vont vers des régions où il existe une chance de mieux gagner sa vie. Au regard des disparités économiques de plus en plus importantes entre les régions, le nombre de migrants internationaux a dépassé en 2015 selon la Banque mondiale, le chiffre record de 250 millions de personnes à la recherche de nouvelles opportunités économiques. Le terme « travailleur migrant » fait l'objet d'un débat en dépit de l'éclairage du droit international des migrations. La Convention numéro 97 sur les travailleurs migrants de loi désigne le travailleur migrant comme une personne qui émigre d'un pays vers un autre en vue d'occuper un emploi autrement que pour son propre compte.
Il inclut toute personne admise régulièrement en qualité de travailleur migrant. Cette définition exclut donc les travailleurs en situation irrégulière qui participent pourtant à la production du PIB de l'État d'accueil. La Convention internationale sur la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU en 1990 stipule que l'expression travailleurs migrants désigne les personnes qui exercent ou ont exercé une activité rémunérée dans un État dont elles ne sont pas ressortissantes. Ainsi, le droit onusien envisage les travailleurs migrants comme un groupe hétérogène composé de personnes ayant pour caractéristique commune le fait de s'exiler afin de travailler, et ce, sans égard au statut légal dont elles disposent dans le pays d'accueil. Le travailleur migrant est compris et analysé dans notre recherche à travers sa conception juridique la plus large, c'est-à-dire celle qui intègre aussi bien les travailleurs migrants en situation régulière que ceux en situation irrégulière et qui sont en toute hypothèse des étrangers au sens du droit onusien et du droit français. Ce même droit retient la notion de travailleurs migrants pour les travailleurs migrants, ce qui n'est pas le cas pour le droit de loi. Circuler, bouger, changer de lieu sont inhérents à la nature de l'homme. Ce sont des pratiques très anciennes en Afrique que Jacques Barrou rappelle. Les chasseurs nomades du Paléolithique moyen venus d'Afrique de l'Est via le Proche-Orient parviennent dans une Europe globalement vide de toute présence humaine vers 400 000 ans avant notre ère. Aucune politique migratoire ne peut et ne doit ignorer ces facteurs historiques et culturels, la migration ayant également aujourd'hui une dimension économique. L'introduction de la notion d'étranger, sous la forme institutionnalisée, dans les sociétés grecques au siècle de Périclès, va conduire à attribuer des droits différents aux citoyens et aux non-citoyens comprenant les métoïkos, les étrangers, et les doulos, les esclaves. Si les frontières d'Athènes sont longtemps restées ouvertes, Sparte va limiter de façon drastique les entrées d'étrangers sur son territoire au risque d'être confronté à terme à un problème démographique et de main-d'œuvre. Le souverain grec eut recours à la fermeture des frontières et à l'expulsion des étrangers indésirables. On trouve donc depuis cette époque les pratiques bien connues des cités-États et plus tard des États vis-à-vis des étrangers. Ouvrir les frontières en cas de besoin démographique et de boom économique, les fermer en cas de trop-plein de main-d'œuvre et de crise économique. Les migrations sont donc un instrument de régulation que les États peuvent utiliser pour résoudre des problèmes économiques et démographiques. L'État dans son rôle régalien définit les droits à accorder aux étrangers et aux travailleurs migrants. Le rôle des États, surtout ceux du Nord, dans le contrôle des migrations est lié au but recherché. Permettre la circulation de travailleurs dont la présence est rendue nécessaire en raison de la pénibilité de certains emplois non occupés par les nationaux, combler les insuffisances démographiques. L'histoire migratoire entre les États du Nord et les États africains commence avec le commerce triangulaire au début du XVIIe siècle. Dès le départ, les États du Nord ont attribué une fonction économique à la circulation et à la présence des Africains sur leur territoire. Le tri était effectué pour sélectionner les bons travailleurs africains, aptes aux travaux pénibles. L'arsenal juridique sera aussi élaboré dans cette finalité. Le Code noir adopté en 1685 refusait pendant toute la période de l'esclavage tout droit aux premiers travailleurs esclaves africains transportés de force dans les possessions occidentales des îles d'Amérique. En réalité, la France était à cette époque confrontée à un dilemme. Certains exigeaient une position claire sur la domination coloniale européenne sur les terres d'Amérique. Soit les colonies resteront possession européenne, soit elles passeront sous le pouvoir politique des Européens qui les ont fondées et qui dirigent au nom des métropoles. Cette thèse était particulièrement défendue par Damy Laville qui affirmait qu'il vient tôt ou tard un temps où elles, les colonies, secouent le joug et se soustraient à la puissance qui les a fondées. D'autres envisageaient déjà à cette période l'indépendance des colonies d'Amérique. Le marquis de Mirabeau dénonçait par exemple en 1756 les conséquences d'une introduction massive d'Africains, qui conduirait irréversiblement à un pouvoir noir. En effet, dans certaines colonies comme Saint-Domingue, qui fut la concentration servile la plus dense de toutes les Amériques, il existait une forte inégalité des groupes sociaux en nombre, en droits et en privilèges. Les Blancs, minoritaires, étaient les propriétaires des plantations et détenteurs de tous les pouvoirs. Les libres de couleur, un peu moins d'un quart des habitants de la colonie, étaient constitués d'affranchis et de métis, les sans-mêlés. Enfin, les esclaves,
600 000 à la fin des années 1780, soit plus de 3/4 de la population, venue d'Afrique, formait exclusivement la force de travail. La dépendance à cette main-d'œuvre dépourvue d'existence juridique pour la circonstance va constituer un prétexte supplémentaire pour justifier la pratique de l'esclavage. L'introduction de travailleurs esclaves était interdite sur le territoire français. Dès le XVIIIe siècle, la jurisprudence du royaume rappelait en effet que la France, mère de liberté, ne permet aucun esclave sur son sol. Cette disposition visait à préserver une pureté ethnique et culturelle sur le territoire français, tout en encourageant hors de la métropole les pires violations des droits de l'homme. Les souverains français ont cependant été obligés de légiférer en faveur de l'introduction d'Africains dans la métropole française au début du XVIIIe siècle, les capitaines des navires ayant pris l'habitude de ramener dans leur maison des négrillons pour leur service personnel. L'édit du mois d'octobre 1716 et la déclaration du 30 décembre 1738 sont les textes qui réglementaient l'introduction des Noirs en métropole. Le premier déroge clairement au principe du sol, encadre leur venue, limite à 3 années la durée de leur séjour et oblige leur maître à leur trouver un emploi. Quant à la déclaration, elle avait durci les conditions d'entrée en métropole, soumises à l'agrément des gouverneurs généraux des îles et devant faire l'objet d'une déclaration au greffe de l'amirauté à l'arrivée, à Reims et Troyes, les esclaves n'acquérant aucun droit du fait de leur passage en France, art. 5, sauf le cas où ils contractent mariage avec l'autorisation de leur maître, art. 8. On trouve ici l'origine des mariages blancs ou gris, visant à contourner les contraintes juridiques en vue d'une jouissance des droits, et le début d'un brassage des peuples en métropole. De leur côté, les juristes métropolitains étaient attachés à la reconnaissance de droits pour les esclaves dans les colonies d'Amérique, tandis que le roi de France, très chrétien, était partagé entre sa conscience religieuse et l'hostilité des juristes à la nécessité de réglementer une pratique coloniale répondant à des aspirations politiques et économiques. Le refus historique des juristes de légitimer une pratique coloniale de privation de droits explique sans doute le fait que les premières migrations forcées de travailleurs africains aient été dirigées vers les colonies françaises d'Amérique, à l'abri des regards des défenseurs des droits de l'homme. Les États du Nord ont accéléré la colonisation du continent africain. En droit international, en adoptant l'acte général de la Conférence de Berlin du 26 février 1885, qui autorise la mise sous tutelle occidentale des territoires africains. Ce texte encourage les États européens à entreprendre la colonisation des territoires africains, pour répondre à des impératifs politiques et économiques. En vertu de l'article 34 de l'Acte de Berlin, la puissance qui dorénavant prendra possession d'un territoire sur les côtes du continent africain situé en dehors de ses possessions actuelles, ou qui, n'en ayant pas eu jusque-là, viendrait à en acquérir, et de même, la puissance qui y assumera un protectorat, accompagnera l'acte respectif d'une notification adressée aux autres puissances signataires du présent acte afin de les mettre à même de faire valoir s'il y a lieu leur réclamation. Cette clause autorisait d'une part, la délimitation des territoires conquis par chaque puissance colonisatrice, qui pour tracer les frontières ne tiendront pas compte des réalités socio-ethniques et culturelles des peuples africains. D'autre part, les États colonisateurs auront recours à l'article 34 de l'Acte de Berlin pour légitimer leur conquête coloniale et utiliser les territoires coloniaux pour répondre à leurs besoins politiques et économiques. Dans tous les traités de paix et de protectorat, les rois des royaumes africains qui correspondent aujourd'hui à l'Afrique de l'Ouest reconnaissaient à la France un droit de propriété exclusif sur leur territoire. Si les souverains africains ignoraient la portée juridique de leurs engagements contractuels en droit international, les traités conféraient aux États du Nord un droit d'exploitation de leurs colonies en Afrique. Les États du Nord ont adopté très tôt une politique de régulation de la main-d'œuvre étrangère. En France, une comptabilité des étrangers est introduite au milieu du XIXe siècle en raison de l'importance de la population étrangère. En 1851, la France comptait 381 000 étrangers, principalement des Belges, des Italiens, des Allemands, des Suisses et des Espagnols, pour une population totale de 35,7 millions de Français. La deuxième révolution industrielle qui a nécessité un besoin important de travailleurs expliquait, et le faible taux de natalité également, l'ouverture sans restriction de la France à de nombreux migrants européens.
Le législateur français a très longtemps hésité avant de donner une définition au terme « étranger ». Il faut dire que cette tâche était délicate puisque ceux qui immigraient étaient exclusivement des Européens, des voisins immédiats de la France. C'est donc le terme voisin qui était utilisé pour désigner les Belges, les Suisses, les Italiens, les Espagnols qui, sitôt la frontière franchie, ils posent leur sac et cherchent un emploi. Leur localisation s'apparente à une extension de leur pays d'origine. En droit français, on trouve les premières tentatives de définition du terme étranger dans la loi du 21 avril 1832 relative aux réfugiés. L'article 1er du texte affirme que le gouvernement est autorisé à réunir dans une ou plusieurs villes qu'il désignera les étrangers réfugiés qui résideront en France. L'étranger était donc confondu à un réfugié et son séjour était autorisé à condition que sa présence ne porte atteinte à l'ordre et à la tranquillité politique. Art 2. Lors des débats parlementaires, certains députés soutenaient que les réfugiés étaient uniquement les étrangers résidant en France sans bénéficier de la protection de leur gouvernement. Le début du XXe siècle marque une étape décisive du droit des étrangers, puisque l'on va assister à une affirmation très poussée de la souveraineté des États vis-à-vis des migrants. Cette nouvelle situation qui va limiter considérablement la libre circulation des personnes, s'est accentuée après la Première Guerre mondiale. Dans son célèbre article intitulé « Le monde d'hier », Souvenir d'un Européen, S. Zweig décrit parfaitement ce que l'on peut appeler l'âge d'or de la libre circulation des personnes. Avant 1914, la terre avait appartenu à tous les hommes. Chacun allait où il voulait, et demeurait aussi longtemps qu'il lui plaisait. Il n'y avait point de permission, d'autorisation, et, avant 1914 je voyageais en Inde et en Amérique sans posséder de passeport, sans même en avoir jamais vu. On montait dans le train, on en descendait sans rien demander, sans que l'on ne vous demandât rien. On n'avait pas à remplir une seule de ces 1000 formules et déclarations qui sont aujourd'hui exigées. Il n'y avait pas de permis, pas de visa, pas de mesures tracassières. Ces mêmes frontières qui, avec leurs douaniers, leurs polices, leurs postes gendarmerie sont transformées en un système d'obstacles, ne représentaient rien que des lignes symboliques qu'on traversait avec autant d'insouciance que le méridien de Greenwich. L'actuelle Afrique subsaharienne a également connu sa période d'or de circulation des personnes. Elle va durer jusqu'à la fin du XIXe siècle, période qui coïncide avec l'annexion des territoires africains par les Européens. Avant 1900, les Africains étaient libres de circuler sur leur continent. Ils se déplaçaient sans aucun papier, ne pouvaient même pas penser qu'ils en fissent autrement. Ils ne possédaient ni passeport, ni visa, et ne connaissaient des frontières ni géographiques ni juridiques. L'historien Daouda Gari Tunkara démontre dans ses travaux que les Dioula de tradition commerçante et originaires des grands empires soudanais du Mali et du Songhai migraient en toute liberté et sans aucune contrainte dès le XIIe siècle vers Ourodougou, ancienne appellation de la Côte d'Ivoire. L'historicité de la liberté de circulation dont jouissaient les peuples des royaumes africains est attestée. Ces migrations ont rayonné et provoqué de grands mouvements de population, du fait du commerce entre les villes attractives que ces grands ensembles politiques ont suscité, mais aussi du fait des guerres. Le processus colonial n'a pas bloqué ces mouvements. La colonisation directe des territoires africains, entamée au début du XXe siècle par les États du Nord, n'a cependant pas pu arrêter totalement cette tradition circulatoire régionale des peuples africains. Elle la réorientera souvent par la force selon les intérêts économiques des puissances coloniales. La question des frontières est donc fondamentale dans l'analyse des migrations sud-sud. Une conception erronée de l'histoire africaine soutient que les frontières africaines datent seulement de l'acte de la Conférence de Berlin de 1878. Une spécialiste européenne des migrations sud-nord reconnaît que dans l'Afrique précoloniale, les sociétés politiques étaient, comme ailleurs, délimitées mais que le concept même de frontière n'était pas celui des États modernes. En effet, la frontière ne se limitait pas à une ligne soigneusement tracée sur les cartes d'état-major. Pour preuve, le souverain des Ashanti, le Ghana actuel, expliquait aux Européens au XIXe siècle que son autorité éminente sur les peuples fantis de la côte s'étendait jusqu'à la mer. L'Afrique précoloniale était donc un vaste champ migratoire, un espace de libre circulation des personnes. Le droit des peuples africains de circuler librement sur leur continent,
sera cependant brutalement remise en cause par le système colonial. Longtemps critiqués pour le caractère fantaisiste de leur tracé et n'ayant pas tenu compte du continuum ethno-démographique, les frontières africaines sont aujourd'hui des réalités juridiques. Elles sont largement assimilées et revendiquées par les nouveaux États africains, jaloux de leur souveraineté nationale acquise au lendemain des indépendances. Il convient cependant d'admettre que les États africains étaient dotés de la compétence juridique nécessaire pour déconstruire les frontières coloniales. À ce sujet, Defoe reproche aux dirigeants africains d'avoir entériné sans l'accord de leur peuple les frontières issues de la conférence de Berlin, en adoptant le principe d'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Les pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine ont privilégié le statu quo et cherché à juguler les remises en cause qui ouvriraient la voie à de graves conflits. Lors de la première conférence des nouveaux États africains organisée en Éthiopie du 22 au 25 mai 1963, la question relative au maintien ou non des frontières coloniales a divisé les États africains au point de constituer deux groupes. D'un côté, le groupe de Casablanca composé de l'Algérie, du Ghana, de la Guinée et du Mali. Ce groupe était de tendance progressiste et exigeait le démantèlement et la redéfinition des frontières artificielles. De l'autre, le groupe de Monrovia constitué de la Côte d'Ivoire, de l'Éthiopie, du Sénégal et de la Tunisie défendait le maintien des frontières issues de la colonisation. Sous la pression indirecte des anciens États colonisateurs, la position défendue par le groupe de Monrovia fut retenue par l'Organisation de l'Unité africaine. Ce choix entérinait ainsi la division juridique, économique, culturelle et ethnique des peuples africains selon une conception des États colonisateurs. Dans la configuration actuelle, plus de 177 peuples ou groupes ethniques se trouvent partagés à travers plusieurs États africains. À la faveur de ce statu quo sur les frontières, de nombreux États africains se livrent à des conflits de frontières source de tensions sociales inutiles entre des peuples frontaliers qui appartiennent souvent au même groupe ethnique. Il est sans doute exact qu'en Afrique, du fait des découvertes de gisements de pétrole offshore et d'autres ressources de diverses natures, le risque de voir de nouveaux conflits de frontières naître ou ressurgir des conflits latents est bien réel. Du reste, les litiges relatifs au tracé des frontières africaines sont aujourd'hui régulièrement portés devant la Cour internationale de justice. Pourtant, la conférence panafricaine des peuples qui s'est tenue à Accra, Ghana, en 1958 avait exigé la suppression ou la modification de ces frontières. Le géographe R.J. Harrison Church déclarait bien avant, dans les années 1950, que « les frontières irréalistes doivent être révisées, car les peuples africains ne toléreront pas longtemps que leur tracé les divise. » En effet, si l'affirmation d'une souveraineté est de plus en plus affichée par les États africains, les peuples revendiquent au contraire la suppression des obstacles artificiels et administratifs qui compromettent leur mobilité et leur union. Le travail du juriste kényan Mako Wamutua est intéressant en ce sens qu'il propose de redessiner les frontières actuelles des États africains selon leurs histoires communes, contours démographiques des États et des entités politiques de l'Afrique précoloniale, leurs similitudes ethniques, alliances fondées sur l'homogénéité culturelle et leur viabilité économique. Le continent africain se retrouverait fondamentalement restructuré, passant de 54 à seulement 15 États souverains. Les 15 États de l'Afrique de l'Ouest seraient réduits à seulement 3 grands États, Mali, Bénin, Ghana, dans lesquels seraient regroupés les différents groupes ethniques. L'approche proposée par Mutua présente l'intérêt de redonner aux peuples africains leur identité ethnique et culturelle. Cela permettrait aux peuples africains de bénéficier, comme durant la période précoloniale, d'un vaste champ de libre de circulation des personnes qui leur a été ôté par le système colonial. Le professeur W. Soyinka montre également l'ampleur des problèmes posés par la légitimation des frontières actuelles en Afrique. À la conférence de Berlin il y a 100 ans, les puissances coloniales qui exerçaient leur domination en Afrique se sont rencontrées pour la partager en différents États en fonction de leurs intérêts, regroupant divers peuples et tribus dans certains endroits et les séparant dans d'autres, à l'image d'un tailleur fou qui n'aurait accordé aucune attention au tissu, à la couleur ou au dessin du patchwork Q'. Il était en train d'assembler. L'une des plus fortes déceptions causées par l'Organisation de l'Unité africaine lorsqu'elle a été créée,
tient au fait qu'elle ne s'est pas occupée de cette question. Nous devrions nous asseoir et, munis d'une équerre et d'un compas, redessiner les frontières des nations africaines. Si vouloir redessiner les frontières des États africains est en réalité beaucoup plus complexe, leur suppression effective dans un cadre régional et ou communautaire s'impose. En tout état de cause, l'absence d'obstacles naturels, pas de relief, pas de fleuves infranchissables, encore moins de grandes forêts, rend quasiment impossible tout mécanisme de contrôle des frontières. Les États du Nord ont aussi utilisé des prétextes économiques pour réaffirmer avec vigueur leurs principes de souveraineté. Par exemple, la crise de 1929 eut des répercussions immédiates sur la situation des étrangers en France. La loi du 10 août 1932 contingente la main-d'œuvre par profession, art 2, limite l'entrée des étrangers sur le territoire français et interdit la régularisation des migrants en situation irrégulière. L'article 3 de la loi déclare que tout étranger désirant entrer en France pour y être employé comme travailleur devra être muni d'une autorisation ministérielle spéciale accordée après consultation des services publics de placement. Tout étranger déjà entré en France ne pourra y être employé que s'il est pourvu de cette même autorisation. Pourtant, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la France se voit obligée de recourir à la main-d'œuvre étrangère pour répondre aux besoins du marché de travail. Le discours prononcé par le président français Charles de Gaulle à l'Assemblée consultative le 2 mars 1945 fut un tournant décisif puisqu'il exposait clairement le besoin crucial de main-d'œuvre et les recours possibles pour y remédier. La France, hélas, manque d'hommes et ce vide terrible se fait sentir, non seulement quant au nombre brut, mais encore quant à la qualité. Ah! Messieurs, nous touchons là à la cause profonde de nos malheurs et à l'obstacle principal qui s'oppose à notre redressement. De quelque façon que nous organisions notre travail national, nos rapports sociaux, notre régime politique, notre sécurité même, s'il est acquis que décidément le peuple français ne se multiplie plus, alors la France ne peut plus rien être qu'une grande lumière qui s'éteint. Mais dans ce domaine encore, rien n'est perdu pour peu que nous sachions vouloir. Afin d'appeler à la vie les 12 de beaux bébés qu'il faut à la France en 10 ans, de réduire nos taux absurdes de mortalité infantile et juvénile, d'introduire au cours des prochaines années, avec méthode et intelligence, de bons éléments d'immigration dans la collectivité française, un grand plan est tracé qui va comporter des avantages attribués aux uns, des sacrifices imposés aux autres, pour qu'à tout prix soit obtenu le résultat vital et sacré. C'est la première fois qu'un président français intervenait directement sur la question migratoire, pour expliquer au peuple français la nécessité absolue de faire appel à la main-d'œuvre étrangère en qualité et en quantité. Pour des raisons démographiques, la France ne se multiplie plus, de mortalité et de morbidité infantile et juvénile. Avant de recourir à la main-d'œuvre africaine, l'introduction, avec méthode et intelligence, de bons éléments d'immigration visait en réalité la main-d'œuvre européenne, dont l'assimilation avait été jugée trop rapidement comme plus aisée. Depuis lors, les considérations économiques, ethniques, démographiques et sécuritaires seront autant de motifs pour complexifier la circulation des personnes et fragiliser le statut juridique des migrants dans les États d'accueil. En conséquence, l'idée pourtant formidable consacrée à l'article 13.2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée en 1948 selon lequel toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, demeure aujourd'hui encore un simple vœu pieux. Cette déclaration n'ayant pas été suivie d'un texte de valeur contraignante, exigeant l'effectivité d'un droit d'entrée dans un État tiers. Le problème, c'est que depuis la fin du XXe siècle, l'Europe est devenue la principale terre d'immigration, mais paradoxalement un continent d'immigration qui s'ignore. Le passage de l'Europe de continent d'émigration à celui d'immigration s'est effectué par la combinaison de plusieurs facteurs. D'abord, le recours important des migrants au droit au regroupement familial dans les vieux pays d'immigration comme la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne suite à la suspension durable de l'immigration de travail dès les années 1974. En plus des migrations étudiantes qui ont et sont toujours largement encouragées par les États du Nord, on assiste à une explosion des demandes d'asile depuis les années 1990, provoquée par les guerres civiles dans plusieurs régions du monde, Proche et Moyen-Orient, Afrique centrale et de l'Ouest. Enfin, s'est aussi imposé le rêve européen dans les États du Sud, largement répandu par les médias,
qui fait de l'Europe un Eldorado pour les migrants. Le fait que l'Europe soit un continent d'immigration qui s'ignore ne facilite pas l'adoption de politiques migratoires ambitieuses par les États d'Europe, regroupés au sein de l'Union européenne. La politique actuelle se caractérise par le durcissement des conditions d'entrée des étrangers, la superposition des politiques migratoires contradictoires de l'UE, le renforcement des contrôles aux frontières de l'UE, l'externalisation des frontières européennes dans les États du Sud. En réalité, on assiste selon Zygmunt Bauman à la matérialisation d'un droit de circuler à géométrie variable. Ceux qui ont le droit de circuler, les riches, originaires de pays sûrs, et ceux qui sont assignés à résidence chez eux, les pauvres, nés dans les pays du tiers-monde peu démocratiques, qui comportent un risque migratoire et sécuritaire. Selon le partage d'un monde divisé en deux nouveaux blocs, on distingue les pays dont les ressortissants sont soumis à visa et ceux qui circulent librement avec leur simple passeport à l'intérieur de l'Union ou à destination de celle-ci. L'évolution et l'ampleur des phénomènes migratoires ont ainsi entraîné une modification du rôle des États dans la gestion des flux migratoires. L'Europe a par exemple été contrainte d'élaborer des politiques migratoires qui prennent à la fois compte des questions économiques, sécuritaires, démographiques, historiques et politiques avec les États tiers, notamment africains. Autrement dit, les migrations actuelles posent un ensemble de problématiques interconnectées. Le mythe européen de la maîtrise des flux migratoires sud-nord construit selon les logiques sécuritaires, politiques, électoralistes, semble en contradiction avec les réalités socio-économiques et le marché du travail des États de l'UE. Des accords de Schengen en 1985 au traité de Nice en 2000 en passant par le sommet de Tampere, 1999, l'européanisation des politiques migratoires s'est accélérée à travers l'adoption d'une politique migratoire axée sur la fermeture des frontières, le contrôle des migrations légales, la lutte contre l'immigration illégale, la réadmission des migrants en situation illégale à l'intérieur de l'Union. Si l'objectif de l'immigration zéro est quasiment abandonné en raison de son caractère utopique, la politique migratoire actuelle de l'UE continue cependant de faire de l'Europe la seule grande région du monde, à faire de la fermeture des frontières sa doctrine migratoire. Pourtant, l'Europe continue à accueillir, officiellement malgré elle, de nombreux migrants venus des États tiers en dépit de la fermeture des frontières. Depuis le début de l'année 2015, au moins 500 000 personnes sont entrées en Europe. La plupart d'entre elles fuient la guerre en Syrie, l'instabilité politique en Libye, la dictature en Érythrée, l'effet des changements climatiques, la mauvaise gouvernance économique et sociale en Afrique subsaharienne. Ainsi, les frontières intérieures et extérieures de l'UE demeurent perméables malgré les sommes colossales dépensées pour le contrôle de la forteresse Europe. Les migrations massives incontrôlées et incontrôlables venues du Moyen-Orient, Syrie, de l'Afrique de l'Ouest et de la Corne de l'Afrique, Érythrée, ont mis à nu à la fois l'inefficacité de la politique migratoire européenne, mais aussi les divergences entre les États européens, l'absence de solidarité entre les États de l'UE et la dépendance migratoire de certains États européens. Sur ce dernier point, le déclin démographique et le besoin en main-d'œuvre en Europe sont bien réels à court, moyen et long terme. Cette situation pose de plus en plus sérieusement la question de l'ouverture des frontières européennes. Le titre de l'ouvrage, Faut-il ouvrir les frontières ? De Catherine Wihtol de Venden n'est-il pas un signal fort de ce malaise ? La spécialiste des questions migratoires met en exergue les effets pervers de la fermeture des frontières. Aux victimes, aux sans-papiers et aux sans-droit, s'ajoutent les camps de réfugiés, l'économie mafieuse du passage, les déficits économiques et démographiques liés à l'absence de mobilité, sans parler des coûts exorbitants des politiques de fermeture et d'expulsion. Le rapport commun UE-OCDE intitulé « Gérer les migrations économiques pour mieux répondre aux besoins du marché du travail » confirme que la population en âge de travailler, 15 à 64 ans, devrait diminuer de 7,5 millions entre 2013 et 2020 en Europe. Dans l'hypothèse d'un solde migratoire nul, la diminution de la population en âge de travailler dans les 28 pays de l'UE devrait se poursuivre et atteindre 11,7 millions d'ici 2020. Il faut donc comprendre qu'en accueillant pour la seule première moitié de l'année 2015 plus de 800 000 migrants, l'Allemagne tente plus d'anticiper sur la pénurie programmée de main-d'œuvre que de répondre à des raisons purement humanitaires.
Pour résoudre les problèmes que pose le vieillissement de la population européenne et les difficultés de recruter des travailleurs dans les métiers sous tension, le rapport UE-OCDE recommande une meilleure intégration des migrants de pays tiers et l'adoption de mesures visant à attirer les migrants qualifiés dont le marché de l'emploi de l'UE a besoin. Pour le démographe François Héran, l'Europe, le recours à l'immigration est absolument inévitable et indispensable dans toutes les sociétés européennes. Aucune campagne anti-immigration ou nataliste ne pourra en avoir raison. Plus catégorique, Serge Weber affirme qu'aujourd'hui l'Europe n'a pas besoin seulement d'une immigration économique, mais d'une immigration de peuplement. L'Europe s'obstine cependant dans une politique de fermeture des frontières, de réadmission des migrants illégaux dans l'optique d'éviter un appel d'air massif. Mais face à la pression migratoire, les valeurs de solidarité, des droits de l'homme longtemps incarnés par l'UE sont malheureusement plus que jamais menacés par le risque de plus en plus grand de voir construire des murs ou élever des barbelés dans l'espace Schengen en vue d'empêcher la circulation des migrants et des réfugiés politiques. Les questions relatives au terrorisme et par-delà à la sécurité nationale des États vont-elles précipiter le démantèlement de l'espace Schengen ? L'adoption de plusieurs mesures laisse penser à une révision probable voire une suppression de l'espace Schengen. Par exemple, la France a invoqué des risques d'attentats sur son sol pour rétablir le contrôle aux frontières lors de la tenue de la Conférence internationale sur le climat, COP2L. Le rétablissement des frontières à l'intérieur de l'espace Schengen est en réalité prévu à l'article 2 de la Convention d'application de Schengen du 14 juin 1985. 1. Les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans qu'un contrôle des personnes soit effectué. 2. Toutefois, lorsque l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, une partie contractante peut, après consultation des autres parties contractantes, décider que, durant une période limitée, des contrôles frontaliers nationaux adaptés à la situation seront effectués aux frontières intérieures. Si l'ordre public ou la sécurité nationale exige une action immédiate, la partie contractante concernée prend les mesures nécessaires et en informe le plus rapidement possible les autres parties contractantes. Le problème, c'est qu'on assiste ou l'on risque d'assister à un recours abusif et excessif des États de l'UE à cette disposition pour fermer leurs frontières. Il convient de souligner à ce propos que le traité signé au Touquet le 3 février 2003 entre la France, le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord relatif à la mise en œuvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord des deux pays a montré ses limites. L'échec de l'accord du Touquet traduit finalement l'incapacité mais aussi l'hypocrisie des États à maîtriser la circulation des migrants illégaux d'une frontière européenne à une autre, ceux-ci voulant rejoindre l'Angleterre à tout prix pour des raisons économiques, juridiques, familiales et linguistiques. D'une manière générale, l'amalgame entre terrorisme et migration économique, politique, climatique, etc. sont les arguments utilisés pour justifier le rétablissement des frontières européennes. La crise migratoire pousse également les instances européennes à conclure des accords, même les plus improbables dans le seul but de vouloir maîtriser les flux migratoires. L'accord conclu entre l'Union européenne et la Turquie, le 29 novembre 2015 à Bruxelles en est une parfaite illustration. Au terme de l'accord, l'UE s'engage à fournir 3 milliards d'euros à la Turquie à condition qu'elle surveille davantage ses frontières, qu'elle lutte plus efficacement contre les passeurs, et qu'elle accepte d'admettre à nouveau sur son territoire les migrants économiques ayant pénétré illégalement en Europe. En contrepartie, l'UE accepte d'envisager favorablement la libéralisation de la délivrance des visas européens pour les Turcs dès l'automne 2016. La concrétisation de la feuille de route sur la libéralisation du régime des visas sera accélérée à l'égard de l'ensemble des États membres participants afin que les obligations en matière de visa pour les citoyens turcs soient levées au plus tard à la fin du mois de juin 2016, pour autant que tous les critères de référence soient respectés. À cette fin, la Turquie prendra les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences auxquelles il n'a pas encore été satisfait afin que la Commission puisse, à l'issue de l'évaluation requise du respect des critères de référence, présenter une proposition appropriée d'ici la fin avril, sur la base de laquelle le Parlement européen et le Conseil pourront prendre une décision finale. Autrement dit, la crise migratoire pousse les États européens à mettre en veille temporairement les arguments bloquant depuis 11 ans, l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne.
Ainsi, face à l'ampleur des flux migratoires, l'Europe envisage tous les arrangements possibles au risque de porter atteinte aux droits fondamentaux de l'homme, notamment le droit d'asile. Lors de son discours sur l'état de l'Union le 9 septembre 2015, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a d'abord reconnu que sur la question migratoire, il n'y a pas assez d'Europe dans cette Union. Il n'y a pas assez d'union dans cette Union. Il a rappelé ensuite l'obligation morale et historique d'accueillir les migrants en affirmant que nous, Européens, devons nous souvenir que l'Europe est un continent où presque chacun a un jour été un réfugié. Notre histoire commune est marquée par ces milliers d'Européens qui ont fui les persécutions religieuses ou politiques, la guerre, la dictature ou l'oppression. Avons-nous oublié que 20 millions de personnes d'origine polonaise vivent hors de Pologne, du fait des mouvements d'émigration économique provoqués par les nombreux déplacements de frontières, les expulsions forcées et les réinstallations qui ont marqué l'histoire souvent douloureuse de la Pologne? L'absence de solidarité et d'union entre les États s'est du reste matérialisée par le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, le 23 juin 2016, la question migratoire ayant été une des causes principales du Brexit. Les États européens sont donc divisés non seulement sur la politique migratoire de l'UE, mais aussi sur l'accueil et la répartition des migrants, des réfugiés, puisque les besoins en main-d'œuvre varient d'un pays à un autre. Ces contradictions se développent dans un contexte où toutes les barrières internes et externes de l'Europe qui ont été érigées pour arrêter les flux migratoires s'estompent. En effet, que ce soit le glacis protecteur européen qui jouait le rôle de garde-frontière et de filtre des migrants, les pays de transit de l'Afrique du Nord, notamment la Libye, ou encore les routes migratoires subsahariennes, Sénégal, Niger, Mauritanie, sont quasiment tous devenus des passoires favorisant les migrations sauvages en Europe. Si aujourd'hui, les migrations venues du Moyen-Orient inquiètent par leur ampleur, les risques d'une migration plus importante des Africains vers l'Europe se dessinent inéluctablement à défaut d'une politique ambitieuse et réaliste. Selon l'UNICEF, la population africaine estimée aujourd'hui à 1,2 milliard d'habitants, doublera d'ici le milieu du siècle et atteindra 4,2 milliards d'ici 2100. Un quart de la population mondiale vivra en Afrique d'ici 2050. Ces chiffres montrent qu'une migration massive et incontrôlée voire incontrôlable des Africains vers l'Europe est bien réelle, si les écarts de développement entre Nord et Sud se maintiennent, si les guerres, la mauvaise gouvernance économique et sociale, le manque d'emploi, les changements climatiques continuent à être des réalités quotidiennes sur ce continent. Si dans sa thèse François Gémen ouvre le débat juridique sur la reconnaissance de la catégorie de réfugiés climatiques, les chiffres relatifs aux migrations environnementales sont aussi inquiétants puisque les spécialistes prévoient au moins 150 millions de déplacés à l'horizon 2050. De ce qui précède, il convient d'admettre que l'accord signé à Malte le 12 novembre 2015 et qui réunit pour la première fois autour d'une même table l'Union européenne et l'Union africaine sur la question migratoire est loin de régler la problématique des migrations sud-nord. La déclaration politique commune qui a été adoptée, dépourvue de toute contrainte juridique, est accompagnée d'un plan d'action. En vue de freiner l'exode des migrants vers l'Europe, le plan prévoit seulement une aide financière européenne de 1,8 milliard d'euros pour soutenir les économies locales et la gestion des réfugiés en Afrique. Lors du sommet de Malte, le président sénégalais Macky Sall, président en exercice de la Communauté africaine des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a d'abord regretté l'insistance de l'UE sur la réadmission des migrants africains en situation irrégulière dans les États européens, déjà prévue dans les accords entre certains États de l'UE et les États africains. Le président sénégalais a ensuite rappelé les déséquilibres importants entre le Nord et le Sud et souhaité un dialogue approfondi entre les parties puisque vous avez d'un côté une Europe qui vieillit et un Sud jeune et largement sans emploi. Ainsi, la volonté des instances européennes de maîtriser les flux migratoires est vouée à l'échec parce que déconnectée des réalités économiques et sociales, culturelles, démographiques, démocratiques, climatiques, dans les États de départ. Les migrations d'aujourd'hui concernent des individus informés des enjeux migratoires dans les États du Nord. Avec ou sans visa, avec l'accord ou pas de son pays d'origine, le migrant est un acteur connecté, mais aussi mondialisé, médiatisé,
qui sait que les États européens sont confrontés à un problème de vieillissement de la population et à des difficultés de recrutement de la main-d'œuvre dans certains secteurs d'activité. Ces nouvelles migrations peuvent-elles être régulées par des accords bilatéraux ou multilatéraux nord-sud, qui ont été élaborés selon des logiques dominant-dominé? Les États ont-ils encore un rôle à jouer dans la maîtrise des flux migratoires sud-nord? La sécurisation des frontières européennes, l'externalisation des frontières dans les États africains, le blocage des routes migratoires sud-nord, la réadmission des migrants illégaux, la militarisation de la lutte contre l'immigration illégale sont-ils encore des instruments juridiques efficaces de la régulation des migrations sud-nord? Le migrant africain d'aujourd'hui qui fuit son continent en raison de la pauvreté, du chômage, des guerres, de l'effet des changements climatiques, n'est pas concerné par les accords bilatéraux signés par son pays avec les États d'accueil du Nord dont il ignore de surcroît le plus souvent l'existence. En clair, le migrant est déconnecté du droit international des migrations. Il est pourtant prêt à prendre tous les risques pour entrer sur le territoire européen en vue d'une installation durable. Il en résulte que les migrations actuelles ne peuvent plus être comprises et gérées selon des considérations socio-économiques datant de la fin du XXe siècle. Par exemple, le modèle push-pull, qui a longtemps expliqué et caractérisé la gestion des migrations sud-nord, est exclusivement fondé sur l'idée fausse que les départs des migrants étaient motivés par les écarts de salaire nord-sud. Dans le même temps, la volonté toujours présente des instances européennes de conditionner l'aide au développement à la lutte contre l'immigration illégale et d'imposer une clause de réadmission dans les accords bilatéraux a provoqué un changement de comportement des États africains contractants. Ces derniers signent les accords bilatéraux sans être convaincus d'assurer leur effectivité. Autrement dit, l'encadrement juridique des migrations doit être repensé en tenant compte de plusieurs facteurs dont la dimension juridique, les perspectives démographiques, les aspects sociologiques, la tradition ethnique migratoire de certains groupes, climatiques et historiques, autant d'éléments qui doivent être pris en compte pour élaborer des politiques migratoires efficaces sud-nord. Si le contenu, les enjeux et les limites de la politique migratoire de l'UE ainsi que celles des institutions sous-régionales ouest-africaines, CEDEAO, UEMOA, sont connus, notre travail s'appuie sur plusieurs hypothèses. D'abord, en Afrique de l'Ouest, les États d'immigration et d'émigration créés par l'administration coloniale assurent aujourd'hui encore les mêmes fonctions. La faible protection des droits des travailleurs migrants dans les États d'accueil ouest-africains précarise la situation des migrants. Tous les accords bilatéraux sud-sud en matière de main-d'œuvre sont soit dénoncés, soit ineffectifs en raison d'une crise de confiance entre les gouvernants et leurs propres ressortissants, une situation favorisée par la porosité des frontières sud-sud. De la même manière, si les accords bilatéraux sud-nord et sud-sud sont aujourd'hui des instruments juridiques inefficaces dans la régulation des migrations internationales, c'est que la plupart des migrations s'effectuent en dehors de tout cadre légal. La fermeture des frontières internes de l'Europe et l'externalisation des frontières européennes dans les États du Sud ont rendu irréversible l'installation durable des migrants dans les États d'accueil du Nord. Enfin, l'intervention des instances européennes dans la régulation des migrations en Afrique de l'Ouest semble remettre en cause la libre circulation des personnes et créer des tensions sociales dans l'espace CEDEAO. Aussi, l'externalisation de la politique migratoire de l'UE n'est pas sans conséquence sur le comportement des États africains. La conclusion des accords bilatéraux de réadmission à partir de 2006 semble ainsi marquer une émancipation relative des États du Sud dans l'encadrement juridique des migrations. Ces États exigent désormais des contreparties lors des négociations et de la signature des conventions bilatérales de main-d'œuvre. Ces nouveaux comportements s'opèrent cependant à un moment où les principes de libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement rencontrent de nombreux obstacles. Enfin, en Afrique de l'Ouest, principale région pourvoyeuse de migrants légaux et illégaux vers l'Europe, les droits communautaires concurrentiels de la CEDEAO et de l'UEMOA sur la matière migratoire sont quasiment ineffectifs en raison de la réticence des États d'accueil, de l'ignorance des migrants et de l'absence d'une culture favorable à un règlement judiciaire des différends relatifs aux violations des droits de l'homme. L'examen de ces hypothèses impose une approche historique, sociologique et politique sur les rôles des États africains dans l'encadrement juridique des migrations internationales, depuis leur position de territoire annexé, colonisé,
à leur accession à la souveraineté nationale. Pour toutes ces raisons, analyser le rôle des États africains dans l'encadrement juridique des migrations sud-nord et sud-sud a nécessité de prendre en compte plusieurs éléments qui ne relèvent pas strictement de l'analyse juridique. En effet, la réalisation de notre étude a d'abord imposé des recherches documentaires complémentaires dans des universités, centres de recherche et institutions internationales. Ensuite, l'analyse des politiques migratoires a aussi nécessité la réalisation d'entretiens avec les experts en migration des institutions internationales de loi, de l'OIM, de l'UMOA et de la CEDEAO. Plus précisément, ces recherches ont été effectuées dans les universités et centres de recherche ci-après. Université Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire, Université Cheikh Anta Diop, Sénégal, Université de Bamako, Mali, Université Joseph Kizerbo, Burkina Faso, Centre de documentation de l'Organisation internationale du travail, OIA, à Genève, Centre de documentation de l'Organisation internationale des migrations, OIM, à Genève, Centre de documentation de l'UMOA à Ouagadougou, Burkina Faso, Centre des Information et de gestion des migrations, CIGEM au Mali, Centre national de documentation juridique de Côte d'Ivoire. Pour apprécier l'effectivité des législations nationales sur la question migratoire, il a été fondamental de rencontrer des travailleurs migrants burkinabés en Côte d'Ivoire en raison de leur importance dans ce pays, mais aussi des inspecteurs du travail et des lois sociales ivoiriens chargés de l'application des réglementations en vigueur. Aussi, il s'est avéré utile de discuter au Mali avec les responsables de l'Association des Maliens expulsés, AME, en vue d'appréhender les conditions d'expulsion des migrants maliens, ce qui a permis d'apprécier en même temps les activités entreprises par l'AME en matière de défense des droits des migrants et de lutte contre l'immigration irrégulière. Enfin, en vue d'apprécier l'effectivité ou non de la libre circulation des personnes en Afrique de l'Ouest largement consacrée par le droit communautaire, nous avons effectué des voyages avec des transporteurs routiers sur les principaux axes reliant certains pays ouest-africains. Burkina-Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire-Mali, Mali-Sénégal, Gambie-Sénégal, Mali-Burkina Faso. Notre travail de recherche a connu plusieurs difficultés dont la plus importante est celle relative à l'accessibilité des législations nationales adoptées par les États du Sud, ainsi que les accords bilatéraux Sud-Sud et Sud-Nord qui ont été conclus par les États ouest-africains. À l'heure des nouvelles techniques de l'information et de la communication, on peut déplorer le secret dans lequel sont confinés certains accords bilatéraux Sud-Nord et Sud-Sud, la jurisprudence des cours nationales et communautaires en Afrique de l'Ouest quasiment inaccessible pour les chercheurs, les défenseurs des droits des travailleurs migrants, et les travailleurs migrants quand ceux-ci comprennent les procédures et l'enjeu d'un règlement judiciaire des différends. La difficulté majeure de notre travail peut être résumée de la manière suivante. Les logiques migratoires des États d'Europe et celles des États africains sont diamétralement opposées. D'un côté, l'Europe est préoccupée par des questions sécuritaires et économiques, le vieillissement de la population, la sélection des migrants, la fermeture des frontières et l'externalisation de la lutte contre l'immigration irrégulière dans les États ou régions émetteurs de migrants, la réadmission des migrants illégaux. De l'autre côté, les États africains sont confrontés à une explosion démographique, de la pauvreté, du manque d'emploi, la détérioration des conditions climatiques, la perméabilité des frontières, la diversité des routes migratoires vers l'Europe. Comment le droit peut-il concilier des intérêts aussi antagonistes et aussi complexes sur la matière migratoire ? Comment les anciens États colonisés peuvent-ils s'affranchir pour exiger des anciennes puissances coloniales qu'elles prennent en compte leurs propres préoccupations ? L'analyse des accords bilatéraux conclus par les États africains avec les États du Nord, le droit communautaire, les législations nationales des États ouest-africains ainsi que l'examen des informations issues de plusieurs sources, recherche documentaire, entretien, enquête, traduisent deux comportements adoptés par les États africains qui structurent notre travail de recherche. D'une part, les États africains ont joué un rôle passif dans l'encadrement juridique des migrations internationales depuis leur accession à la souveraineté nationale jusqu'au début du XXIe siècle, première partie. D'autre part, la combinaison de plusieurs facteurs dont l'intervention des forces sociales internes, ONG, associations de défense des droits des migrants, et externes, diaspora par exemple,
ont entraîné dans certains cas une émancipation relative de certains États africains dans l'encadrement juridique des migrations sud-nord. Deuxième partie. Première partie. La subordination des États du Sud dans l'encadrement juridique des migrations SUDNORD. Confronté aux droits du passé, du présent ou du futur, le juriste a l'art de poser d'étonnantes questions sur les raisons historiques du recours des États du Nord à la main-d'œuvre africaine. Certaines questions méritent d'être posées et traitées. Quels droits légitimaient les conquêtes coloniales? Quelles obligations morales et juridiques pesaient sur le colonisateur européen dans la protection des droits des personnes colonisées? Quelle fut la condition juridique des peuples des territoires colonisés? Quels étaient les droits des travailleurs africains transportés dans les colonies françaises d'Amérique? La France s'est appuyée sur le droit romain de la propriété pour justifier l'annexion des nouvelles terres découvertes par les explorateurs. Ce droit dispose que l'occupation est elle-même un mode d'acquisition d'un territoire sans maître, et donc le seul fait d'en avoir pris possession peut conférer à un État des droits sur le territoire. La question de la légitimité de l'expansion des puissances européennes était posée dès cette période, comme en atteste l'existence de mouvements politiques anticolonialistes et anti-esclavagistes. La colonisation des territoires habités par les peuples africains était contraire aux principes moraux défendus par certains philosophes et hommes politiques français, dès le début du XVIIIe siècle. Ils affirmaient l'illégitimité des conquêtes coloniales en ces termes. Si le pays dont on veut s'emparer est peuplé, il appartient à ceux qui l'occupent. Pourquoi les en dépouiller? La possession dans laquelle ils sont n'est-elle pas le premier droit de propriété, et le plus incontestable? 71. À l'instar de Condorcet, le philosophe Diderot avait aussi clairement récusé le principe et le droit de coloniser que s'étaient attribués les Européens. L'Europe impose certes ses lois et ses valeurs aux peuples colonisés par la force de ses armes, de son économie et de ses sciences, mais cela ne fonde aucunement la légitimité de cette domination. La justification économique de la colonisation s'est imposée sur les questions d'éthique, morale, religieuse et de droit des peuples, dans le but d'exploiter les ressources naturelles et les hommes des pays colonisés. La violence de la domination coloniale imposa de fait et de droit la soumission des États du Sud vis-à-vis des États du Nord, titre 1. En accédant à la souveraineté nationale, les États colonisés sont tous devenus des sujets de droit international. Le changement de statut juridique des États africains leur donne la capacité de changer ou d'imposer de nouvelles règles en matière de recrutement de leur main-d'œuvre. En vertu de leur capacité juridique à conclure des accords bilatéraux pour protéger leurs ressortissants dans les États d'accueil, certains États africains vont d'ailleurs adopter une stratégie de coopération différenciée avec les États du Nord, titre 2. Titre 1. La soumission des États du Sud vis-à-vis des États du Nord en matière de migration. Pour des raisons économiques, la doctrine esclavagiste a réussi à imposer dans les États du Nord l'idée selon laquelle les Africains étaient les peuples les plus aptes à supporter le travail de la terre sous des climats chauds. À ce propos, un auteur écrit que les nations qui possèdent des colonies dans les climats chauds sont obligées d'aller chercher en Afrique les bras nécessaires pour les travaux qu'exige la culture des terres, travaux que les Blancs ne pourraient absolument pas soutenir. C'est ce qui les a portés unanimement à accorder au commerce si scabreux de la traite des Noirs, des immunités et des privilèges. Cette argumentation qui eut un écho positif auprès des souverains français va justifier le recours privilégié à cette main-d'œuvre des États colonisés, chapitre 1, nécessaire à la mise en valeur des terres d'Amérique. La traite, l'esclavage et la colonisation ont totalement détruit l'organisation politique, juridique et judicaire des sociétés africaines précoloniales. Au lendemain des indépendances, le système juridique des États colonisateurs a été transposé dans les législations nationales de tous les États africains sans que les peuples et les gouvernants de ces États n'aient réellement compris ces règles de fonctionnement. En plus du traumatisme colonial et du complexe des États africains, l'apprentissage des règles en matière de négociation des accords bilatéraux de main-d'œuvre en droit international fut encore plus laborieux pour les nouveaux États africains. Autant d'éléments qui vont expliquer la dépendance des États africains vis-à-vis de la politique de contrôle des flux migratoires des États du Nord. Chapitre 2. Chapitre 1.
le recours privilégié à la main-d'œuvre des États colonisés par les États coloniaux. Les États du Nord furent intéressés dès le XVIIIe siècle par la main-d'œuvre des territoires africains, pour des raisons strictement économiques. L'économie de plantation, café, sucre, dans les colonies françaises d'Amérique exigeait une main-d'œuvre nombreuse et peu chère qui n'existait pas sur place. La main-d'œuvre locale était constituée de travailleurs blancs qui bénéficiaient d'une législation sociale, leur garantissant des droits. Ces travailleurs étaient des personnes libres qui refusaient de conclure des contrats de travail de longue durée. Un arrêt du Conseil d'État du 28 février 1670 avait en effet limité la durée de leur engagement à 18 mois. Les États colonisateurs vont d'abord utiliser le prétexte religieux, en l'occurrence le christianisme, pour fonder le droit de recourir à la main-d'œuvre africaine. L'aptitude physique des Africains à supporter les travaux pénibles dans les climats chauds des colonies françaises d'Amérique fut également invoquée pour justifier la nécessité d'assurer la migration forcée des travailleurs africains. L'ordonnance du 5 avril 1762 déclare en effet que le recours aux travailleurs africains est nécessaire dans le travail agropastoral dans les îles françaises d'Amérique, parce que la chaleur de ces climats, des colonies, la température d'une autre ne permettait pas aux Français un travail aussi pénible que le défrichement des terres incultes de ces pays brûlants. Il fallait y suppléer par des hommes accoutumés à l'ardeur du soleil et de la fatigue. De là, l'importation des nègres de l'Afrique dans nos colonies. D'où la nécessité de l'esclavage pour soumettre une multitude d'hommes robustes à une petite quantité de Français transplantés dans ces îles. Cette argumentation fut évacuée par un fervent défenseur des droits des nègres, Condorcet, qui affirmait qu'il n'y a de peuple vraiment paresseux dans les nations civilisées que ceux qui sont gouvernés de manière qu'il n'y aurait rien à gagner pour eux en travaillant davantage. Ce n'est ni au climat, ni au terrain, ni à la constitution physique, ni à l'esprit national qu'il faut attribuer la paresse de certains peuples, mais aux mauvaises lois qui les gouvernent. La France avait donc fait le choix d'utiliser la traite et l'esclavage pour résoudre le manque de travailleurs dans les entreprises agricoles. Dans le répertoire universel et raisonné de la jurisprudence civile, la traite était déjà présentée comme un commerce odieux et contraire au droit naturel. La même idée de négation du droit se retrouvait dans la définition de l'esclavage décrite comme un crime universel, puisqu'il nie la liberté, droit fondamental de l'homme. Il fait de l'être humain une propriété, et non un sujet de droit. La rentabilité économique des entreprises coloniales s'imposa. La volonté de la puissance publique française de fournir aux entreprises une main-d'œuvre nombreuse et jugée plus apte aux travaux pénibles va entraîner le recours systématique à la main-d'œuvre des territoires africains durant le commerce triangulaire, section 1. L'utilisation des travailleurs africains réduits en esclavage va cependant provoquer une dépendance de l'économie agricole des États du Nord vis-à-vis de la main-d'œuvre servile des territoires du Sud. L'esclavage permettait aux entreprises coloniales de bénéficier de la gratuité de la main-d'œuvre africaine. La répression internationale de la pratique de l'esclavage va obliger les entreprises des États du Nord à s'installer en Afrique, dans le but d'utiliser dans les mêmes conditions de négation du droit mais sur place la main-d'œuvre des territoires colonisés, section 2. Section 1. Le recours à la main-d'œuvre des territoires africains, pour le commerce triangulaire. La traite négrière organisée par l'Europe commence au milieu du XVIe siècle avec des navigateurs portugais. Le commerce triangulaire consistait à transporter la main-d'œuvre des côtes ouest africaines en vue de leur utilisation dans les États occidentaux, en Amérique. Ce commerce odieux qui prendra fin au XIXe siècle, interdiction légale, marque le début de la migration forcée de la main-d'œuvre africaine sur le continent américain. Le recrutement de la main-d'œuvre dans les territoires africains, 1. fut marqué par une rude compétition entre les principales puissances colonisatrices, le Portugal, l'Angleterre et la France, dans la sélection des meilleurs migrants. Aucun droit ne fut reconnu à ces travailleurs dans les États d'accueil. 2. 1. Le recrutement de la main-d'œuvre dans les territoires africains. Les États d'Europe ont joué un rôle important dans l'encadrement de l'organisation du recrutement des travailleurs africains durant la traite et l'esclavage. En France, ce rôle a consisté à doter les compagnies privées de la compétence juridique nécessaire pour recruter la main-d'œuvre dans les territoires africains, à
Le rôle des souverains des royaumes africains fut également crucial à cet égard. Leur adhésion forcée ou non à la politique migratoire esclavagiste permit à l'administration coloniale de mobiliser et de recruter plus facilement les travailleurs dont elle avait besoin. La domination coloniale s'appuyant sur la collaboration des souverains africains a concouru à spécialiser les territoires africains dans la fourniture des travailleurs aux entreprises européennes. B. A. La concession du recrutement de la main-d'œuvre dans les États colonisés. Dans les colonies françaises d'Amérique, la traite ne fut astreinte à aucune réglementation jusqu'à la promulgation de l'édit du 28 mai 1664, créant la Compagnie des Indes occidentales. La concession de la traite fut un exercice juridique délicat qui permettait à l'administration coloniale de se donner une bonne conscience, et en même temps de réguler l'introduction des travailleurs en fonction des besoins des entreprises agricoles dans les colonies d'accueil. Le préambule de l'édit de 1664 déclare que la Compagnie des Indes doit se procurer dans la colonie africaine de Guinée le nombre de travailleurs esclaves nécessaires aux besoins des entreprises des colonies françaises d'Amérique. En droit français, la concession est un acte juridique bilatéral ou unilatéral en vertu duquel une personne, le concédant, accorde à une autre, le concessionnaire, la jouissance d'un droit ou d'un avantage particulier. Dans cette optique, le droit de recruter la main-d'œuvre africaine était assorti d'un certain nombre de privilèges. La Compagnie des Indes bénéficiait d'une exemption de la moitié des droits d'entrée pour les esclaves. Pour encourager et faciliter le recrutement de la main-d'œuvre, l'arrêt du Conseil d'État du 26 août 1670 fit de l'embauche des travailleurs africains une priorité absolue des compagnies privées. Un autre arrêt du Conseil d'État en date du 18 septembre 1671 exempt de tout droit de sortie les marchandises destinées aux côtes de Guinée, en vue de les échanger contre des Noirs. L'introduction des travailleurs africains fut ainsi à la base d'une législation coloniale très abondante, qui a évolué au gré des besoins en main-d'œuvre des entreprises, et de l'efficacité des compagnies françaises chargées de recruter les travailleurs sur les côtes africaines. Ainsi, l'arrêt du Conseil d'État du 25 mars 1679 supprima la Compagnie des Indes occidentales pour créer la Compagnie du Sénégal qui s'engagea à fournir aux colonies françaises d'Amérique 2000 nègres par an pendant 8 ans. Pour répondre à l'insuffisance du nombre de travailleurs africains acheminés par la Compagnie du Sénégal, le roi de France établit en 1685 la Compagnie de Guinée qui fut à son tour supprimée et remplacée par la Compagnie royale du Sénégal, du Cap-Vert et des côtes d'Afrique avec un privilège de 30 ans pour la traite. La pénurie de main-d'œuvre dans les colonies et la pression des employeurs va obliger le roi de France à libéraliser le recrutement des travailleurs dans les territoires colonisés. L'arrêt rendu par le Conseil d'État le 31 juillet 1767 autorisa en effet les négociants et armateurs du royaume de faire librement à l'avenir le commerce et la traite des Noirs sur la côte d'Afrique. La source et la cadence des réglementations relatives au recrutement des esclaves montrent que le pouvoir exécutif français encourageait sur un plan juridique la traite des travailleurs africains. Cela démontre également la dépendance des entreprises coloniales occidentales à l'égard des territoires africains colonisés dès le début de l'économie de plantation dans les colonies françaises d'Amérique. La régularité et l'intensité du recrutement de la main-d'œuvre coloniale sur les côtes ouest africaines attribuaient en même temps aux futurs États africains une fonction de fournisseur de travailleurs pour les entreprises des États du Nord. B. La spécialisation des territoires africains dans la fourniture de main-d'œuvre. Les États colonisateurs avaient installé dans les territoires africains des comptoirs de traite qui servaient de lieu de recrutement et d'embarquement de la main-d'œuvre pour l'économie de plantation des îles françaises. La traite s'effectuait dans de vastes ensembles territoriaux africains partant des îles de Gorée et de Gambie, de la Côte d'Or, des royaumes d'Ardra et du Juda jusqu'aux côtes de l'Ohango. Ces royaumes correspondent aujourd'hui à des États africains d'émigration. Ainsi, les États colonisateurs ont spécialisé certains États africains depuis le XVIe siècle dans la fourniture de travailleurs pour leurs économies. La pénibilité du travail dans les plantations agricoles des îles françaises finit par imposer un modèle idéal de travailleurs à recruter dans les territoires africains. Le type de travailleur recherché par les négriers fut le type guinéen.
Ce travailleur se différenciait par une force musculaire et une plus grande résistance à la fatigue. Les Wolofs originaires du Sénégal étaient décrits par l'administration coloniale comme les travailleurs les plus aguerris, et les Peuls de tradition nomade étaient des nègres qui ne se façonnent jamais à l'esclavage. Les Mandingues du Mali actuel étaient désignés comme les meilleurs nègres pour le travail, alors que les Bambaras, aussi originaires du Mali, étaient considérés comme des nègres paresseux. Les Ibos de la Côte d'Or, actuel Nigeria, étaient présentés comme étant les plus aptes à la culture. Le système colonial avait ainsi établi une typologie selon l'origine ethnique et l'aptitude physique des Africains, servi à donner une valeur marchande aux nègres. La migration de la main-d'œuvre la plus active des territoires africains a créé un déséquilibre socio-économique des royaumes africains. Le continent africain a perdu entre 7 et 12 millions de personnes pendant la traite négrière. Leur force de travail ne pouvait être qu'un apport supplémentaire pour la viabilité et la vitalité de l'économie des royaumes africains. En outre, l'ethnicisation des migrations sud-nord organisées par l'administration coloniale s'est maintenue et reproduite par les peuples africains puisque les premiers migrants libres jusqu'au lendemain des indépendances des États africains appartenaient à des groupes ethniques spécifiques. En effet, ces migrants étaient essentiellement issus de groupes ethniques précis, les Toucouleurs du Sénégal, les Mandingues et Bambaras du Mali. La doctrine esclavagiste avait également introduit l'idée d'un modèle idéal de nègre aux qualités physiques et mentales exceptionnelles, appelé pièce d'Inde. Le travailleur pièce d'Inde était un homme ou une femme de 15 ans à 25 ou de 30 ans ou plus, qui est sain, bien fait, point boiteux et avec toutes ses dents. La sélection de ce type de travailleur convoité par toutes les entreprises s'effectuait selon des critères qui dérogeaient aux règles normales de recrutement des travailleurs. En effet, l'esclave était qualifié de pièce d'Inde à l'issue d'un exercice qui consistait à le faire courir, sauter, parler, on leur fait mouvoir toutes les articulations, rien n'échappe à la vigilance du marchand. Quoique la pudeur ne soit pas d'un grand mérite auprès des femmes de ce pays, elles sont étonnées, honteuses même des perquisitions et des regards indiscrets du chirurgien visiteur. Le recrutement d'une main-d'œuvre africaine de qualité et en quantité ne pouvait cependant se réaliser sans la collaboration des souverains des territoires africains. Quel fut le rôle des chefs traditionnels africains dans le recrutement de leurs sujets par l'administration coloniale? L'annexion militaire des territoires africains par les États colonisateurs avait imposé de fait la soumission des rois des royaumes africains malgré leur forte résistance. Les grands empires Songhai, Dahomey, Mali, Daksum, Kanem-Bornou, Mossi, de l'Afrique précoloniale furent en effet gouvernés par des rois qui étaient vénérés par leurs sujets comme des dieux. Les rois avaient un droit de vie ou de mort sur leurs sujets, et pouvaient les condamner à l'esclavage. Le roi de Guinée dont les sujets étaient jugés par l'administration coloniale comme une main-d'œuvre de qualité, exigeait en contrepartie une cargaison d'un navire devant transporter 500 esclaves, des biens matériels européens, poudre à tirer, calicot à fleurs, caisses de pipe de Hollande, colliers, bijoux. Les rois africains ont collaboré étroitement avec le système colonial pour faciliter le recrutement de la main-d'œuvre pour les entreprises esclavagistes. Les contreparties exigées par les souverains africains étaient matérielles. L'exigence de contrepartie dans un contexte de domination coloniale démontre cependant que les rois africains avaient pris conscience de l'importance de la force de travail de leurs sujets dans les économies des États colonisateurs. Les chefs africains n'ont à l'inverse exigé aucune garantie juridique sur les conditions d'utilisation de la main-d'œuvre africaine dans les colonies françaises d'Amérique. Les travailleurs africains étaient d'abord transportés dans des conditions inhumaines vers des ports négriers, situés sur les territoires occidentaux avant d'être réacheminés en Amérique. Cette procédure présentait, en dépit des interdictions légales à cette époque, le risque d'une introduction des Africains sur le marché du travail des métropoles occidentales. Par ordre d'importance, les grands ports négriers ont été Liverpool, avec 4894 expéditions identifiées, suivi de Londres 2704, Un auteur a établi une hiérarchie des puissances négrières à partir du nombre d'esclaves introduits en Amérique du XVIe au XIXe siècle. Le Portugal introduisit 4,6 millions d'esclaves,
la Grande-Bretagne, 2,6 millions, la France, 1,2 million, dont près de 80% furent destinés à Saint-Domingue, Haïti, premier producteur mondial de sucre à la fin du XVIIIe siècle. Autrement dit, l'économie agricole dans les plantations des îles d'Amérique était assurée en totalité par la main-d'œuvre africaine, d'où l'adoption d'une législation spécifique et favorable, fiscalité, commerce, administration, exemptions, privilèges, pour encourager la traite négrière. Si ce besoin important de main-d'œuvre pouvait laisser espérer un meilleur traitement des travailleurs africains, les conditions de vie et de transport des esclaves étaient inhumaines. La mortalité au cours des traversées atteignait 15% du total des captifs embarqués, entre 1,6 et 2 millions de morts en mer, ce qui a fait de l'Atlantique au XIXe siècle le plus grand cimetière de l'histoire. Aujourd'hui, c'est la Méditerranée qui est devenue un cimetière de migrants économiques, climatiques et politiques. Une meilleure organisation des conditions d'acheminement des esclaves assorties de droits pour ces derniers aurait été plus avantageux pour le système esclavagiste en raison de la pénurie des travailleurs africains en Amérique, d'autant plus que esclaves, qui se payaient 1160 pièces en 1750, se payent 1560 en 1770, 1900 en 1778, 2200 en 1785. Aucun droit ne fut reconnu aux travailleurs africains acheminés de force dans les colonies françaises d'Amérique. L'absence de droit pour les travailleurs africains dans les colonies françaises d'Amérique. La puissance publique française n'a pas jugé nécessaire d'élaborer un texte qui crée des droits pour les travailleurs africains. Des notions générales sur le droit des maîtres de faire travailler les Africains jusqu'à la mort sans jugement formèrent le Code noir. La réduction en esclavage des travailleurs africains dans les colonies françaises d'Amérique relève d'une réification de la personne humaine, consacrée dans le Code noir appliqué dans toute sa rigueur aux travailleurs africains transportés dans les colonies françaises d'Amérique. Le Code noir exprimait cependant les premières contradictions de la doctrine juridique coloniale. En faisant du travailleur africain la chose de son maître, sans droit, et en voulant en même temps tirer le meilleur profit de sa force de travail et de son intelligence. En effet, comment le travailleur africain pouvait-il à la fois être une chose et un être humain producteur de richesses pour les entreprises coloniales ? La réification de l'esclave permettait à l'économie libérale coloniale d'utiliser sans aucune forme de contrepartie la main-d'œuvre étrangère. Sa condamnation a constitué une avancée dans la reconnaissance de droits pour les travailleurs déportés. L'interdiction de l'esclavage, dans les colonies françaises d'Amérique a alors poussé les États colonisateurs à s'installer dans les territoires colonisés en vue de l'exploitation sur place des ressources naturelles et de la main-d'œuvre. Le régime juridique applicable aux travailleurs africains transportés dans les colonies françaises des îles d'Amérique. À la veille de la promulgation de l'édit de 1685, les colonies françaises d'Amérique comptaient 19 000 blancs et 22 000 africains. Le contrôle juridique de cette importante main-d'œuvre africaine était essentiel pour la culture de l'or blanc, le sucre. Pour les défenseurs de la doctrine esclavagiste, la mise en esclavage des Africains permettait d'avoir du sucre moins cher en Europe. Une thèse combattue par les anti-esclavagistes comme Condorcet, qui qualifiait l'esclavage d'horrible barbarie, et déclarait que si nous ne pouvons manger du sucre qu'à ce prix, il faut savoir renoncer à une denrée souillée du sang de nos frères. La main-d'œuvre africaine transportée dans les colonies va être à l'origine de l'adoption d'un des textes juridiques les plus sombres de l'histoire de l'encadrement de la main-d'œuvre étrangère. Le Code noir ou Édit du Roy, servant de règlement pour le gouvernement et l'administration de justice de la police des îles Françoises de l'Amérique, et pour la discipline et le commerce des nègres et esclaves dans le dit pays. Promulgué en mars 1685 par Louis XIV. L'intitulé du Code noir est sans ambiguïté. Il s'agit bien de codifier et d'encourager la traite, l'esclavage et le commerce des esclaves. Le législateur colonial a essayé d'atténuer la brutalité de certaines parties du texte en insérant un volet religieux, puisque l'Église voulant rassurer les consciences affirme que condamner l'esclavage reviendrait à condamner le Saint-Esprit qui ordonne aux esclaves, par la bouche de saint Paul, de demeurer en leur état et n'oblige pas le maître à les affranchir. Ainsi, 9 des 60 articles du Code noir ne considèrent les Africains comme personnes humaines que s'ils se convertissaient à la religion chrétienne.
L'article 2 dispose que tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Avec cette clause, le travailleur africain désocialisé doit aussi oublier sa religion et ses coutumes d'origine pour être un homme, tout en demeurant sous la dépendance juridique de son maître. L'article 9 du Code noir viole tous les principes de droit naturel puisqu'il affirme qu'une esclave ayant eu des enfants, hors mariage, avec un homme libre, se voit condamnée à une servitude éternelle ainsi que sa progéniture. Les maîtres utilisaient cette clause à l'excès pour mettre à profit la progéniture de leurs esclaves, afin d'avoir une main-d'œuvre gratuite, qui devenait rare. Dans le même but, l'article 13 déclare que l'enfant doit suivre la condition juridique de sa mère, si celle-ci est esclave, il le sera aussi et tombera dans la communauté de biens de son maître. 21 articles du Code noir considèrent les esclaves comme des biens meubles ou immeubles. En vertu de l'article 44, les travailleurs africains libres dans leur pays et travaillant pour leur propre compte et celui de leur communauté sont qualifiés de biens meubles qui peuvent être vendus, saisis et partagés entre les héritiers de son propriétaire employeur. Les articles 25, 26 et 27 tentent de donner une dimension humaine au Code noir. Le premier déclare que les maîtres seront tenus de fournir chaque année à chaque esclave 2 habits de toile ou 4 aunes de toile. Le second oblige les maîtres à nourrir, vêtir leurs esclaves sous peine de payer une amende. Ces dispositions comme celles obligeant les maîtres à nourrir et à amener les esclaves malades ou handicapés art 27 étaient inappliquées, la pratique étant l'abandon de ceux devenus improductifs. Le Code noir légitime les châtiments corporels pour les esclaves, y compris les mutilations comme le marquage au fer, de même que la peine de mort articles 33, 34, 35 et 36. L'article 38 dispose que l'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant 1 mois à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur une épaule. S'il récidive un autre mois à compter pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé et il sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule, et la 3e fois il sera puni de mort. En vertu de l'article 31 du Code, le travailleur africain ne pouvait saisir la justice coloniale puisqu'il ne pouvait ni être demandeur, ni défendeur. Du reste, son témoignage était nul au civil. Au regard de toutes ces privations de droit, il convient d'admettre que le Code noir est le texte juridique le plus monstrueux qu'ait produit les temps modernes. Le législateur colonial de l'édit de 1685 avait donc une conception strictement économique de la main-d'œuvre africaine transportée dans les colonies françaises des îles d'Amérique. La subtilité de ce texte consistait à utiliser le facteur religieux pour humaniser et légitimer un instrument juridique de privation de droits pour les travailleurs africains. Le but était de contrôler la main-d'œuvre africaine, devenue indispensable à l'économie de plantation. La mobilisation internationale organisée par la Société des Amis des Noirs, SAN, et l'implication de certains États colonisateurs furent déterminantes pour parvenir à l'interdiction de l'esclavage. B. L'interdiction de l'esclavage dans les colonies françaises d'Amérique. L'absence de coûts et de contraintes juridiques pour les entreprises coloniales dans l'utilisation de la main-d'œuvre africaine furent pendant longtemps de sérieux obstacles à l'interdiction de l'esclavage. L'action de la société civile et des défenseurs des droits de l'homme a obligé les États colonisateurs à élaborer des textes nationaux et internationaux visant l'interdiction de l'esclavage. En droit français, l'esclavage des travailleurs importés d'Afrique dans les colonies américaines fut d'abord supprimé par le décret du 16 Pluviôse an II du 4 février 1794 qui abolit l'esclavage des nègres dans toutes les colonies. Suite à la pénurie de travailleurs, ce texte fut abrogé par la loi du 20 mai 1802, 30 Floréal an 10. Si la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 reconnaissait le principe d'égalité entre les hommes, à en affirmant que les hommes naissent libres et égaux en droit, l'esclavage ne fut définitivement aboli que par la Constitution du 4 novembre 1848 dont l'article 6 déclare que l'esclavage ne peut exister sur aucune terre française. Le décret élaboré par l'abolitionniste Victor Schœlcher en 1848 condamne avec vigueur l'esclavage en affirmant dans son préambule que l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine. Il supprime le principe naturel du droit et du devoir, qu'il est une violation flagrante du dogme républicain, liberté, égalité, fraternité.
L'article 2 du même décret interdit l'esclavage dans toutes les colonies et possessions françaises. En invoquant les principes forts de la République française, le décret affirme art. 3 que seules les colonies purifiées de servitude seraient représentées à l'Assemblée nationale. À partir de là, la détermination du législateur français d'abolir l'esclavage fut constante et sans relâche. Elle a d'abord été clairement exprimée dans les articles 7 et 8 du décret du 27 avril 1848. Dans le premier, le législateur rappelle le principe selon lequel le sol de France affranchit l'esclave qui le touche. Dans le second, le législateur prévoit la déchéance de la nationalité française à tout Français qui achète ou vend des esclaves. Cependant, pour des raisons essentiellement économiques, l'interdiction juridique de l'esclavage cohabitera avec sa pratique. L'abolition de l'esclavage fut proclamée par la suite dans toutes les colonies soumises à la puissance publique française, suivie immédiatement par l'adoption le 30 avril 1849 de la loi relative à l'indemnité accordée aux colons par suite de l'affranchissement des esclaves. L'action normative internationale sur l'interdiction de l'esclavage débute réellement avec l'acte général de la Conférence de Berlin du 26 février 1885. Dans ce texte, les puissances colonisatrices s'engageaient à interdire art. 9 les opérations qui sur terre ou sur mer fournissent des esclaves à la traite. Les États-Unis avaient proposé lors des travaux préparatoires de l'acte général une clause plus dissuasive, en préconisant de mettre au ban de la société les marchands d'esclaves et de les expulser définitivement de la région. Le désaccord entre les parties contractantes eut pour conséquence de laisser à chaque État colonisateur le libre arbitre art. 9 dans la lutte contre l'esclavage dans ces colonies. Chacune de ces puissances s'y engage à employer tous les moyens en leur pouvoir pour mettre fin à ce commerce et pour punir ceux qui s'en occupent. Il a cependant fallu attendre le début du XXe siècle pour voir imposer en droit international l'idée que les juristes et les défenseurs des droits de l'homme se faisaient de l'esclavage. L'adoption par l'Assemblée générale de la Société des Nations de la Convention relative à l'esclavage le 25 septembre 1926 est en effet la réponse la plus aboutie de l'action internationale contre l'esclavage. Au terme de l'article 1er paragraphe 1 de la Convention, l'esclavage est l'état ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux. La traite est définie art. 1 ou 2 comme tout acte de capture, d'acquisition ou de cession d'un individu en vue de le réduire en esclavage. Tout acte d'acquisition d'un esclave en vue de le vendre ou l'échanger. Tout acte de cession par vente ou échange d'un esclave acquis en vue d'être vendu ou échangé, ainsi qu'en général, tout acte de commerce ou de transport d'esclaves. Le législateur de la SDN condamne ainsi toutes les formes d'esclavage utilisées par les États colonisateurs dans le recrutement, l'acheminement et l'emploi de la main-d'œuvre africaine dans les colonies françaises d'Amérique. En effet, la prohibition vise non seulement l'esclavage résultant de la traite mais aussi l'esclavage de gage. Au terme de l'article 2, les États contractants s'engagent à réprimer la traite des esclaves. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.